100 pages de livres analyses, de reportages, de photos inédites pour mieux comprendre une ville, un pays qui bouge. Ici Abidjan, votre magazine numérique gratuit disponible tous les mois. L'Afrique avance, ici Abidjan innove. Bonjour à tous. Urgence, c'est notre nouveau programme. Dans ce magazine d'une vingtaine de minutes, nous aborderons à chaque fois des questions liées à l'action humanitaire et au développement. Urgence, c'est un mensuel qui se consacre aujourd'hui à un thème combien important, surtout par ces temps de campagne électorale. Nous ferons un peu la sociologie de la violence impliquant des jeunes dans le monde urbain, des violences qui sont bien évidemment des obstacles à la cohésion sociale. Et pour en parler, je reçois aujourd'hui Dr Séverin Kouamé. Dr Séverin Kouamé est coordonnateur de l'équipe Indigo qui est partenaire de l'ONG internationale Interpeace. Dr Séverin Kouamé, bonjour. Bonjour, monsieur. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour nous. C'est quoi Indigo? Indigo renvoie en fait à deux réalités. D'une part, Indigo, c'est d'abord le programme implémenté par Interpeace en Côte d'Ivoire. Donc, c'est Initiative de dialogue et de recherche-action participative pour la paix en Côte d'Ivoire. Donc, ça désigne le programme d'Interpeace en Côte d'Ivoire. Mais d'autre part, ça désigne aussi en fait l'ensemble des ressources humaines ivoiriennes qui appuient Interpeace dans l'implémentation de son programme en Côte d'Ivoire. Donc, c'est tout à la fois les hommes et le programme. Et le programme. Voilà. Alors, quels sont selon vous les facteurs des violences qui impliquent des jeunes dans le milieu urbain, particulièrement à Abidjan? Je dois préciser que vous avez dirigé une grande enquête sur la question et vous avez même restitué les conclusions de ce travail à l'État ivoirien. Alors, vous avez identifié 4 facteurs clés. Lesquels? Il est évident que ces facteurs ne sont pas exhaustifs, mais désignent ou peuvent représenter ce qu'on peut considérer comme étant en fait les faces visibles de l'iceberg. À la vérité, lorsqu'on a fait ce processus, qui est un processus participatif d'autodiagnostic de ce que ces jeunes, mais aussi les populations avec lesquelles ces jeunes vivent, estiment être les facteurs qui constituent en fait des obstacles à la cohésion sociale dans l'espace urbain. Il y a 4 éléments qui sont ressortis fondamentalement. Le premier de ces éléments concerne la question même de la gestion de la diversité. Parce que vous savez que quand on parle d'Abidjan, Abidjan est en fait une sorte de Côte d'Ivoire en miniature dans laquelle coexistent toutes les origines. Et même une sorte de CEDEAO en Voilà, miniature. et même au-delà, parce qu'au-delà de la CEDEAO, on a une forte colonie syrienne, libanaise, etc. Donc, Abidjan concentre un ensemble de ressources humaines d'origines diverses qui, comme on l'a montré dans le rapport, sont arrivées dans cet espace qu'on appelle Côte d'Ivoire pour jouir des opportunités. Mais vous savez que les opportunités n'existent pas ad aeternam, n'existent pas de façon indéfinie. À un certain moment, elles se contractent. Et en dépérissant, la question de savoir mais qui a droit et qui n'a pas droit commence à se poser. Et alors, on cherche à savoir, mais finalement, vous êtes qui pour prétendre à jouir de ces opportunités? D'où la question de l'identité. Mais la vérité, dans cette recherche, on a établi le lien entre l'identité et les dynamiques de violence, parce qu'à la vérité, il y a eu une sorte d'exploitation de tous les ressentiments autour de la question identitaire dans la compétition politique, mais aussi et surtout dans la structuration des dynamiques de violence. Je pense qu'on aura l'opportunité de revenir là-dessus. Le deuxième facteur qu'on a identifié, c'est la question même de l'école, parce qu'en fait, l'école concentre tous les ressentiments et toutes les dynamiques de contradictoires qui existent dans la société ivoirienne. Finalement, et comme on l'a montré, l'école est devenue un espace de compétition, un espace dans lequel on se bat pour contrôler l'espace école, mais au-delà aussi, bon, pouvoir... Et là, l'école n'est plus un lieu juste de scène émulation, non? Ah non, ça va au-delà, c'est beaucoup plus grave que ça. Vous voyez, pendant longtemps, l'école était en Côte d'Ivoire l'espace où on assurait la promotion sociale. Pour l'enfant de pauvre, le fils de pauvre avait l'opportunité de devenir quelqu'un par l'école. Mais très vite, à partir des années 80, 90 et autres, avec la crise et autres, l'école n'est plus devenue cet ascenseur social. Finalement, tous les ressentiments qui se retrouvent dans la société se retrouvent dans l'école. Et donc, l'école devient un espace
de violence, un espace producteur de violence, mais aussi un espace réceptacle de violence. Il y a deux autres facteurs. Deux autres facteurs. Vous voyez, la violence s'agrège autour des opportunités économiques. Et une des opportunités économiques qui existe dans l'espace urbain, c'est la gare. La gare routière, parce que le secteur du transport est devenu ce que l'école n'a pas pu être, c'est-à-dire un espace, un ascenseur social, un espace d'autopromotion sociale, où l'élément structurant est la capacité à produire de la violence. De sorte qu'aujourd'hui, ce qu'on voit dans les gares, avec les compétitions, les luttes violentes entre Nyambro, entre syndicats, ne sont en fait que la traduction de, justement, cette compétition, de ce besoin d'exister socialement. Et donc, pour lesquels, justement, la violence devient un élément un peu structurant. Voilà, un peu. Voici donc un peu les... Il y a un dernier facteur. Un dernier facteur, je ne me rappelle plus. La famille. La famille, voilà, parce qu'en fait, tout comme l'école, la famille est au cœur de dynamiques de recomposition. Le modèle familial initial, qui était le père avec le père, l'image du père, de la mère, des enfants et de tous les autres collatéraux, qui permettait d'assurer la socialisation de l'enfant, aujourd'hui est en pleine recomposition. Quand on parle de la famille du elle a explosé en fait. Elle a explosé, elle se recompose. Je préfère le terme de recomposition parce que les imaginaires, les façons de se représenter la famille aujourd'hui doivent évoluer. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on a des familles monoparentales. On a des filles mères. Donc tout ça, c'est des formes de famille qui, justement, contribuent à produire, j'aime pas ce terme, mais des formes de déchets qui structurent des trajectoires de violence parce que la famille n'arrive plus à jouer son rôle de socialisation. De sorte donc aujourd'hui, quand on met côte à côte ces quatre éléments, on se rend compte que les dynamiques de structuration de violence, de trajectoires de violence existent. Est-ce qu'on peut dire que le point culminant de la violence chez les jeunes, ça a été la récente crise post-électorale? Je pense que c'est un peu réducteur. Parce que quand on regarde, moi je suis né à Bobo, au milieu des années 70, j'ai connu les phénomènes de violence en bande organisée. Je me rappelle, chacun de nous s'amusait à s'affubler d'un surnom dans lequel devait sonner du polo ou du pololo. Parce qu'on a grandi avec l'image et les figures de ces gens comme John Pololo et autres, qui étaient en fait, dans cet espace, des formes de modèles. Donc, dire que c'est seulement avec la crise, la crise récente qu'on a connue, que les dynamiques de violence autour des jeunes se sont structurées et ont explosé, c'est méconnaître l'histoire longue de la Côte d'Ivoire. Parce que nos rapports à la violence, le rapport des jeunes à la violence est un rapport ancien. Voilà. Et l'épisode de la crise n'est intervenu en fait qu'un autre stimulateur en fait. Sinon, on est dans une société qui est traditionnellement violente. Voilà. Et là, aujourd'hui, on assiste à un phénomène des microbes. Dans le temps, vous me disiez en préparant cette émission ça a déjà existé. Oui, vous voyez, face à ce type de phénomène, on est dans l'émotion. Oui. Mais lorsqu'à froid, on regarde et on questionne notre passé récent, on se rend compte que ce n'est pas des phénomènes nouveaux. On parle de microbes, on a parlé à l'époque des virus. Les phénomènes des virus, c'est parti des écoles. Oui. Avec le collège moderne du plateau, les virus. Donc, ce n'est pas des phénomènes nouveaux. C'est juste que, vu qu'on est contemporain du phénomène, vu l'ampleur et vu la capacité, la quantité de sang qui coule, on s'émeut. Mais ce n'est pas nouveau comme phénomène. Y avait-il chez ces jeunes des colères enfouies dans leur subconscient, la plupart du temps? Voilà, on ne va pas faire une mauvaise psychanalyse de ces enfants, mais la vérité, tout comme ces jeunes, la société ivoirienne est forte je ne dirais pas forte, mais elle est remplie de ressentiments. De ressentiments qui naissent de quoi? D'une société, d'une nation qui se construit, mais qui se construit dans des inégalités, qui se construit dans des ressentiments. Et donc ces ressentiments, lorsque elle trouve une opportunité pour s'exprimer, elle s'exprime et violemment. Mais une nation aussi qui se construit dans le questionnement permanent sur son identité. Voilà, qui on est. Et c'est légitime qu'à un certain moment, les gens se disent, on est qui? Parce que pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient, mais pour savoir d'où on vient, moi, mais on est qui? On est qui dans ce monde aujourd'hui avec Internet, avec tout ça? On est qui? On est qui dans le rapport à l'État? Parce que quand l'État n'a suivi ce rôle de redistribution équitable, on dit, mais qui a droit à l'État et qui n'a pas droit? Et quand on questionne qui a droit à l'État et qui n'a pas droit à l'État, on
questionne l'identité, on questionne la nationalité, on questionne les origines. Et c'est un perpétuel recommencement puisque jamais on n'a de réponse définitive. À la vérité, et moi personnellement en tant qu'Ivoirien, je suis toujours abasourdi parce que on est dans une société qui n'est pas réflexive sur elle-même. On est l'une des rares sociétés qui ne se questionne pas sur elle-même. Et ça, tant qu'on n'a pas ce questionnement, tant qu'on n'est pas réflexif sur ce que nous vivons, on va toujours vivre cet éternel recommencement. Alors, votre document papier que voici, un document consacré à cette question, obstacle à la cohésion sociale et dynamique de violence impliquant les jeunes dans l'espace urbain, c'est votre travail. Alors, vous l'avez accompagné d'un film, d'un document audiovisuel. Ouais. Et avec l'autorisation d'Interpeace, nous en avons extrait quelques minutes relatives justement à ce facteur identitaire. On regarde cela et on en reparle juste après le magnéto. Autour de la question identitaire, les limites de la politique publique d'intégration des populations, les discours ainsi que les pratiques autour de la figure de l'Ivoirien et de l'étranger ont été mis en avant par les populations comme source de division, de violence et de frustration. Ces frustrations et les ressentiments qui leur sont associés semblent avoir été transmis aux plus jeunes par les aînés, les seconds se sentant désormais obligés de défendre la situation de leurs aînés, mais aussi leur droit à l'identité par la violence. Nous, à notre temps, l'enfant d'Alagi était l'enfant d'Nguessan. L'enfant de Koudou était l'enfant d'Alagi. Pourquoi? Notre famille sont des voisins. Ce que l'enfant fait, que le voisin n'apprécie pas, en le voyant dans la rue, il agit comme un père. Aujourd'hui, cela est impossible. Et je le dis à Treichville, ce qui est spécial. Toutes les familles ont été formées là. Le problème de Treichville vient de ceux qui viennent d'ailleurs, des familles qui n'ont pas été formées ici à Treichville. Treichville a un sérieux problème que personne n'est prêt à mettre sur le tapis. Les parents disent qu'il n'y a pas de problème. À leur époque, il n'y avait pas les histoires de partis politiques. À leur époque, eux, ils se savaient frères. Ils se savaient tous derrière un président. À leur époque, c'était la colonisation contre les Africains. Forcément, les Africains vont se mettre en un groupe pour lutter contre la colonisation. Mais aujourd'hui, là, c'est les Africains contre les Africains. Cette dégradation a commencé dès le moment où les étrangers ont commencé à se mêler des affaires qui ne les regardent pas. C'est-à-dire qu'ils se font passer au fait pour des Ivoiriens. Quand nous venons ici, nous les étrangers, je crois qu'on a construit la Côte d'Ivoire. Avant votre naissance, vous ici. Nous, on a construit la Côte d'Ivoire. Vous êtes nés, vous venez trouver que nous, on a construit la Côte d'Ivoire. Mais quand vous venez trouver que nous, on est venu construire le pays, et le racisme, et la méchanterie, et beaucoup de choses s'est passé contre les étrangers. Ce sont eux qui sont venus gâter la Côte d'Ivoire. Mais pourtant, vous êtes venus trouver, et il y a tout. Lorsque la carte séjour est venue, on prenait la carte séjour à nos cartes consulaires à jour. Sur les routes du voyage, là, on nous demande de payer de l'argent, malgré qu'on a tout papier à jour. Donc ça pousse des gens à prendre la carte d'ivoirien pour être libre, pour qu'ils puissent voyager librement. Pour moi, ce n'est pas la carte de séjour qui est un facteur de division. Pour moi, c'est plutôt diviser pour gagner. Parce qu'en bas de la carte de séjour, certains ont profité. Pendant l'enrôlement, tout le monde est devenu ivoirien. C'est comme ce pays-là, il n'y a pas d'étrangers. Moi, je me poser une question parce que vraiment, moi, ça me perturbe. Quel pays il n'y a pas d'étrangers? Tout le monde est devenu ivoirien. Donc, quelque part, ça a envoyé des frustrations. Il y a des gens qui ont eu des cas d'identité, ils ne sont pas passés par la naturalisation. Et du coup, quand tu t'amuses avec ton camarade et tu sais son origine, quand tu lui dis, toi, tu es étranger, il se fâche. Pourquoi je suis étranger? La SAGEM a fait un travail scientifique en Côte d'Ivoire. Avant les élections. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris tout le monde sur le listing électoral. Ils sont allés dans les ambassades. Tous les fichiers qui étaient dans les ambassades. Et ils ont fait un croisement. Simplement. Toi que tu dis que tu es ivoirien, et puis tu es enregistré
une ambassade du Nigeria. Mais on t'a même demandé comment tu es ivoirien, mais tu es enregistré dans l'ambassade du Nigeria. Tu vas t'expliquer? Voilà comment les gens ont été enlevés sur le listing. Moi, je suis de père malien et de mère ivoirienne. Lorsqu'on faisait les enrôlements pour avoir nos pièces d'identité, moi, on m'a fait savoir que je n'étais pas ivoirien. Je me demande pourquoi. Moi, je sais que je suis ivoirien. Donc, je me bats pour ça. Si je ne suis pas d'ici, je suis d'ailleurs. Voilà, je ne suis reconnu nulle part si ce n'est pas ici. Donc, si ici on ne me reconnaît pas, je vais me battre pour qu'on puisse me reconnaître. Voilà, docteur Séverin Nguessan. Alors, l'identité comme source de violence, de division, de frustration. Alors, pourquoi chez ces jeunes, les questions identitaires sont beaucoup plus inflammables que chez leurs parents? Vous savez, en fait, ce petit bout, cette séquence, au-delà de la question de l'identité, adresse de nombreuses problématiques. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais au-delà même de la question de la gestion politique de la diversité, il y a toute la question de la confiance dans l'État et dans ses instruments. Quand on n'est plus sûr des pièces d'identité fournies par une administration, quand l'administration elle-même remet en cause ou questionne l'origine de certains documents qu'elle est supposée avoir produits, vous voyez que ça pose toute la question de l'État. Un autre élément que cette petite séquence questionne, c'est toute la problématique même justement de la gestion des opportunités. Vous voyez, je ne crois pas que les Ivoiriens aiment plus les étrangers que... Voilà, partout on aime les étrangers. Mais dans les années 60-70, tant que les opportunités existaient à profusion, on ne questionnait pas. Quoique, la LOCI, la Ligue des originaires de Côte d'Ivoire, ce n'est pas une histoire de 2012. C'est une histoire ancienne. Déjà, la question du questionnement de qui est ivoirien et qui ne l'est pas se posait déjà. De sorte donc aujourd'hui, dire que quand on dit que les jeunes font un peu, pour reprendre trivialement une parole ivoirienne, font le palabre de leurs parents, c'est qu'à la vérité, en 50 années, la Côte d'Ivoire n'a pas pris le temps de réfléchir sur la gestion de la diversité sur son sol. On s'est juste gargarisé d'être un pays d'hospitalité, mais quand on est un pays d'hospitalité, on gère son hospitalité. On a une politique migratoire, on a une politique de gestion justement de ceux qui sont là et qui ont droit à l'État ou pas. Mais aujourd'hui, on revient par exemple à la couverture maladie universelle. Mais tout ça, c'est quoi? C'est la question de la redistribution. Quand l'État n'a plus les moyens de redistribuer équitablement, ça pose les questions qui sont là. Qui est? Et quand on rentre dans le qui est qui, ben, ça envoie des formes de violence, des formes de réaction épidermique quand on se dit, voilà. Parce que les uns se disent, mais qui a, de quel droit les autres nous questionnent sur qui on est? Parce que, ben, les uns l'ont dit, hein, ils ont contribué à construire ce pays. Les autres estiment que, bon, s'ils ont contribué à construire le pays, c'est parce qu'ils les ont reçus. Bon, donc, tout un ensemble de questionnements qui, à la vérité, pose un seul problème. La gestion politique de la diversité sociale. Alors, les tensions liées à l'identité auraient-elles été si fortes, voire meurtrières, s'il n'y avait pas en sous-main la manipulation politicienne? Moi, personnellement, en tant qu'individu, hein, j'ai toujours eu du mal à utiliser la terminologie manipulation. Parce que parler de manipulation, c'est comme s'il y a juste un manipulé et puis un manipulateur. Donc, c'est une relation dans laquelle... Un innocent Voilà. Mais à la vérité, je ne crois pas qu'il y ait manipulation au sens restreint du terme. Il y a eu instrumentalisation, mais instrumentalisation réciproque. Parce qu'il était de l'intérêt du manipulé d'être manipulé, du manipulateur, tout comme le manipulé est aussi manipulateur. Donc, à la vérité, la compétition politique, vu qu'elle-même, elle a un problème, à la vérité, un des éléments qu'on a qui est problématique en Côte d'Ivoire, c'est la révision de la compétition politique. On est en démocratie, mais depuis le retour au multipartisme, on n'est jamais d'accord dans ce pays sur les instruments qui régulent la compétition électorale. Mais ça en va ce que ça va. L'autre chose, c'est que les entrepreneurs politiques, sur quelle base ils vont démarcher les électeurs? Puisqu'on ne questionne pas les programmes, etc., les projets de société. Et donc, ils se rabattent sur la fibre ethnique. Qui est le plus simple. C'est la chose la plus simple. On fait une sorte de marketing des identités parce que c'est par là qu'on peut avoir les gens. Lorsque les gens
n'ont seulement le sentiment de jouir de l'État que lorsqu'ils ont quelqu'un dans le cercle de pouvoir, ça va envoyer ce que ça envoie. Il faut qu'on ait quelqu'un dans le cercle de pouvoir. C'est aussi simple que ça. Donc, en la vérité, c'est une agrégation, c'est un faisceau de facteurs. On ne peut pas dire que le problème ivoirien, il est identitaire. C'est un tout. C'est une problématique de construction, de réinvention de soi, mais autrement que par les voies les plus simples. Les années de crise ont un peu comme dynamité les valeurs morales, civiques et traditionnelles. Les jeunes ne respectent plus rien, du moins plus grand-chose en tout cas. Et dans la foulée, les parents eux-mêmes ayant démissionné, l'État aussi a failli. Alors les jeunes, pour exister, sont bien obligés de s'inventer de nouveaux codes, de nouveaux modèles. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a aujourd'hui une véritable crise de modèle pour ces jeunes-là? Voilà, cette crise de modèle, elle est importante aujourd'hui. Quels sont les modèles qui sont valorisés pour nos enfants? Aujourd'hui, vous avez votre fils à la maison, vous lui demandez, mais tous nos enfants les appellent Papou. Papou, tu veux devenir quoi demain? Tu veux faire quoi? Systématiquement, il vous renvoie ce que la société projette comme réussite, comme modèle de réussite. Il veut devenir footballeur. Je n'ai rien contre le football, mais aujourd'hui, ce sont ces valeurs qui sont privilégiées. Et voilà, les phénomènes de broutage et autres, c'est quoi? L'argent chap-chap. Mais l'argent chap-chap, c'est le fruit de quelque chose. Ouais, la culture de la facilité. Voilà. Au-delà même de la facilité, c'est la rapidité. Ouais. Parce que les gens sont dans des processus de calcul. En même temps et mieux. En même temps et mieux. Ça, tout près n'est pas loin. L'Ivoirien, il a une terminologie, une phraséologie qui restitue son vécu. Vous voyez, pendant ce processus, il y a un enfant, un des jeunes qu'on a engagé dans le processus de discussion, qui nous a fait un calcul économique simple. Il dit qu'il a l'opportunité d'aller à Sipores avec une brouette pour travailler à la journée. Ou même aller en zone industrielle. Quand il fait le rapport, en fin de journée, lorsqu'il pousse la brouette, ou en fin de journée, lorsqu'il revient de la zone, il a 1500 francs. Les 1500 francs, la pression sociale derrière lui est forte. Je vous disais qu'il y avait une recomposition des modèles familiaux. Parfois, des enfants sont devenus les pourvoyeurs de ressources de leur famille. Donc, face à ça, les 1500 pour lui, ça ne suffit pas. Combien il va donner, il va laisser à la maison? Combien lui-même il va pouvoir prendre pour exister socialement? Parce qu'en temps, on l'attend pour le show. Donc, quand il fait ce type de calcul, aller se fatiguer à la gare, aller en zone industrielle pour revenir à 1500 francs en fin de journée, pour lui, ce n'est pas rentable. C'est un calcul économique simple. Alors, il préfère être brouteur. En fin de journée, quand ça marche bien, il a 100 000, 200 000, il va faire le show, il existe socialement. Et ce que cette recherche a prouvé, certains même des parents accompagnent leurs enfants dans ce type de trajectoire. Moi, j'ai été sidéré, au-delà même de ce processus qu'on a mené, je suis tombé sur un documentaire, je ne sais plus, fait par l'un de vos collègues, où c'est les mères même qui préparent mystiquement les enfants pour aller faire le travail. Mais quand on est dans ce type de société, ce n'est pas les enfants. Et l'autre chose sur laquelle je reviens, c'est que moi, je ne crois pas que c'est aujourd'hui qui est gâté. C'est gâté depuis longtemps. Je suis tombé à l'époque, il n'y a pas longtemps, sur un film d'un ethnologue français sur la Côte d'Ivoire des années 50. Les mêmes phénomènes qu'on décrit aujourd'hui existaient. Voilà. Donc, dire que c'est la Côte d'Ivoire des années 2000 qui est mauvaise et que la Côte d'Ivoire des années 1950 était meilleure, je n'y crois pas. On est juste dans le fait que, contemporain de ce qui se passe, on est plus ému parce que ça est là. Mais à la vérité, ce n'est pas fait de phénomènes nouveaux. Alors, comment qualifieriez-vous aujourd'hui le phénomène des microbes? C'est une crise de société, en fait. Quand vous regardez tous les éléments qu'on a mis en évidence, les enfants ont besoin d'exister socialement. L'école n'assure plus la promotion sociale. Les espaces dans lesquels ils pouvaient exister, autrement que par l'école, donc la gare routière, etc., sont des espaces de compétition violente. Il y a un problème. Cette recherche a pu mettre en évidence que les enfants sont dans des logiques de rapport à l'autorité, par exemple, dans ces espaces. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais en fait, le phénomène de microbe est une forme de réaction à ce qui se passe, entre autres, dans la société. Donc, à la vérité, il faut aller au-delà de la crise des valeurs, aller au-delà de la crise familiale, mais comprendre cela comme en fait un tout. Parce que le phénomène des microbes n'est pas à dissocier de ce qui se passe dans nos écoles, n'est pas à dissocier de ce qui se passe dans notre administration. Et donc, lorsqu'on ne pourra pas adresser de façon holistique ce type de problème, on va toujours regarder du coin de la lorgnette le problème, mais à la vérité, on n'adresse pas le problème. Voilà.
Dans votre travail aussi, vous avez choisi de donner la parole. On l'a vu dans le film. Oui. Vous avez choisi de donner la parole aux populations. Je pense que c'est fait à dessein. Des populations qui se sont exprimées avec beaucoup de sincérité. Finalement, moi, je me suis dit, est-ce qu'indirectement, vous ne faisiez pas aussi une sorte de thérapie de groupe? Je crois même qu'au-delà de la thérapie de groupe, cette démarche qui ne consistait pas seulement à donner la parole aux gens, mais à les engager dans une posture de réflexion. Parce que je le disais tantôt, on est très peu réflexif sur nous-mêmes. Or, ce type de démarche, la démarche méthodologique qu'on a utilisée, c'était d'engager ces gens-là comme chercheurs. Nous, on ne faisait que faciliter un processus dans lequel les populations confrontaient leurs perspectives. Et ça, c'est important. Lorsqu'ils se confrontent, ils ont l'opportunité de comprendre mieux. Parce que parfois, on est tellement bombardé de vérités reçues que ça, on en a fait un peu l'expérience dans l'Ouest. Aujourd'hui, quand vous demandez à quelqu'un dans l'Ouest, qu'est-ce qui fait que vous tuez? Il dit c'est la brousse. C'est à cause de la brousse, la forêt. Mais lorsque vous l'envoyez à creuser, vous l'engagez dans un processus où il creuse mieux et qu'il confronte son point de vue, il se rend compte qu'en fait la brousse, la forêt, n'est qu'en fait la face visible de l'iceberg. Et ce que notre recherche antérieure que nous avions menée à l'Ouest a permis de faire, c'est qu'il y a un sentiment partagé de victimisation qui irrite toutes les autres sphères et qui irrite tous les autres facteurs. Donc, à la vérité, tant qu'on n'engage pas les gens dans un processus où ils sont réflexifs sur leur vécu, où ils sont capables de se questionner sur le pourquoi, le comment des choses, on ne peut pas avoir ce type de sincérité. Et quand on sort de ce genre de processus, les gens sont tellement émerveillés qu'ils se disent, mais attends là, c'est nous qui avons été capables de sortir ce type de réflexion. Donc, en fait, ce que nous consignons dans ce type de rapport, c'est moins, nous, notre analyse en tant que chercheurs ivoiriens, non, c'est ce que des populations engagées dans un type de processus participatif de réflexion collective met en évidence. Alors, où va la société ivoirienne aujourd'hui? La société ivoirienne aujourd'hui, elle est à la croisée des chemins. Elle est à la croisée des chemins parce qu'elle est arrivée à un point de rupture où le besoin d'être réflexif sur soi s'impose. Tant que les Ivoiriens, quand on dit les Ivoiriens, c'est quoi? C'est toutes ces populations qui vivent dans cet espace national qu'on appelle Côte d'Ivoire. Tant qu'on ne pourra pas être engagés, nous, dans un processus réflexif comme ça, on ne peut pas. Regardez la société occidentale. Elle avance par capitalisation d'acquis, mais c'est sur la base de quoi? La violence n'est pas inhérente exclusivement à la société africaine. Elle a existé. L'histoire de la démocratie, elle est faite de milliers de morts. Donc, c'est bon qu'à un certain moment, on soit, voilà, dans des processus où on se dit, voilà, oh, c'est mauvais, il y a eu beaucoup de morts. Oui, c'est normal. Il y aura encore beaucoup plus de morts si on ne réfléchit pas, si on ne s'engage pas nous-mêmes dans un processus de réflexion sur nous-mêmes. Docteur, bientôt les élections. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, 5 ans après la grave crise post-électorale qu'on a vécue ici, est-ce que vous pensez que la société ivoirienne a guéri de ses blessures? Pour dire que la société ivoirienne a guéri, il faudrait bien qu'elle ait appliqué la médication qu'il faut. Mais je n'ai pas le sentiment, 5 années après la crise, qu'on ait appliqué la bonne thérapie. La bonne thérapie, justement, et je reviens là-dessus, c'est ce processus de réflexion collective sur d'où on vient et où on va. Malgré le processus de réconciliation nationale engagé? Le processus, je crois que la CDVR et toutes les autres instances qui ont été mises en place ont fait ce qu'elles pouvaient. Mais je crois qu'il y a un processus plus global dans lequel la société ivoirienne doit être engagée, et c'est ce processus de réflexion. Parce que la catharsis, elle doit être collective. La thérapie doit être le fruit de nous-mêmes, notre propre diagnostic. Mais tant que ce sont les diagnostics qui viennent de l'extérieur, on ne pourra jamais appliquer les bonnes thérapies. Donc la thérapie doit être le résultat d'un diagnostic collectif à froid sur ce qu'on a vécu. Conséquence, vous dites que ça risque de mal se passer? Je ne veux pas jouer les oiseaux de mauvais augure. Moi, je suis ivoirien. Quand les balles ciblent, ça cible pour nous tous. Moi, j'ai habité à quelques encablures de la résidence présidentielle. J'ai vécu de bout en bout tout ce qui s'est passé en 2011. Mes enfants étaient là, on a vécu tout ce traumatisme. Donc, on ne peut pas souhaiter ça à sa société. Personne ne le souhaite d'ailleurs. Voilà. Mais lorsqu'on réfléchit à froid sur ce qui se passe, j'ai le sentiment que si on y prend garde, le pire est à venir. Voilà. Les 3000 morts ne seront en fait... C'est un mauvais mot, mais un détail de notre histoire. Si on ne prend pas le temps de capitaliser, de diagnostiquer, d'aller en profondeur sur les véritables causes et de nous questionner. Alors, je dois préciser pour terminer que vous avez fait aussi une étude très riche
Vous en parliez tout à l'heure à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et voici dynamique et capacité de gestion de conflits, des conflits à l'ouest de la Côte d'Ivoire, le cas des régions du Cavali et du Guémont. Voilà, merci, docteur, merci d'être passé par chez nous. Merci à vous, M. 100 pages de livres analyses, de reportages, de photos inédites pour mieux comprendre une ville, un pays qui bouge. Ici à Abidjan, votre magazine numérique gratuit disponible tous les mois. L'Afrique avance ici, Abidjan innove.